Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, un chef d'État et de gouvernement et une centaine de délégués participent au 24e sommet de la CARICOM qui se déroule ce lundi 17 et mardi 18 février à Port-au-Prince. Les discussions porteront notamment sur la stabilité financière, la stratégie commerciale, le renforcement de la lutte contre la criminalité au sein de la CARICOM et l'introduction du français comme langue officielle et de travail de l'organisation. Le gouvernement pakistanais est critiqué après l'attentat à la bombe qui a fait au moins 81 morts samedi à Quetta. À l'approche des élections législatives, les Pakistanais accusent leurs dirigeants de ne pas agir avec suffisamment de détermination contre les groupes extrémistes sunnites qui ont multiplié ces derniers temps les attentats et les assassinats visant la communauté chiite. L'une de ces organisations terroristes, Lashkar-e-Jhangvi, considérée par les services de renseignement comme une menace majeure pour la sécurité, a revendiqué samedi l'attentat de Quetta. De l'actualité sportive, l'équipe haïtienne de football des moins de 20 ans affronte ce lundi à Morelia, au Mexique, son homologue américaine en ouverture de la dernière phase des éliminatoires de la Coupe du Monde U20 qui aura lieu en Turquie l'été prochain. Sur le plan international, du nouveau dans l'affaire Pistorius, les forces de l'ordre auraient trouvé chez la tête handisport une batte de cricket pleine de sang avec laquelle il aurait frappé sa compagne avant de l'achever en tirant sur elle et à plusieurs reprises avec un revolver de calibre 9 mm. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de cette titre et de bien d'autres. La chute d'eau se jette dans 4 bassins très profonds d'un bleu éclatant. Une superbe cascade. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Haïti accueille ce lundi 18 et mardi 19 février le 24e sommet de la Caraïbe. 11 chefs d'État et de gouvernement et une centaine de délégués participent à cette importante réunion. Les retombées seront importantes pour le pays, assure le ministre du Commerce et de l'Industrie, Wilson Lalo. Plusieurs facteurs, dont les faiblesses d'ordre institutionnel, ont jusqu'ici entravé la mise en œuvre par Haïti des obligations contractées envers la communauté de la Caraïbe, déplore l'économiste Jean-Daniel Elie qui a participé aux négociations qui ont abouti à l'adhésion d'Haïti à la CARICOM. Emmanuel Paul, compte rendu. 11 chefs d'État et de gouvernement sont en Haïti pour participer au 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se déroule à l'hôtel Caribé Convention Center. Pour l'occasion, la route de l'aéroport est décorée de drapeaux et de photos des pays membres de la communauté des Caraïbes. À cette importante réunion, les discussions tourneront notamment autour du renforcement de l'architecture régionale de la lutte contre le crime, le rapport sur l'architecture régionale pour la stabilité financière, l'assistance régionale à la stratégie commerciale. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Wilson Lalo, insiste sur les bénéfices que le pays pourra tirer de ces assises. Ça va nous faire objet de discussion avec les chefs d'État et de gouvernement que Haïti voulait intégrer le tarif extérieur commun. Naturellement, nous allons le faire de manière graduelle. Les 42 lignes tarifaires que Jean-Daniel Elie parlait de lire, eh bien, il faut commencer déjà par ça. Ensuite, pour nous faire des études plus précises, pour nous avancer vers l'autre. Déjà, CARICOM l'a signé les APE, puis on l'autre dossier qui à peu près le même type de dossier, et qui fait que nous faisons un libre-échange avec l'Union européenne. Eh bien, APE, ça va permettre que justement, que nous élargissions encore plus le marché pour certains types. Haïti peut-elle jouir pleinement du statut membre du marché unique de la CARICOM?
Peut-elle exploiter les opportunités offertes par les autres pays membres, Monsieur le ministre? On prend les biens culturels en général. Haïti, c'est champion, c'est le meilleur de toute la région. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement. Et ils ont entré là, ils ont entré sans problème, pas gain. Non, c'est question de connectivité. On parle de problème de connectivité. Hein. C'est résoudre le problème de connectivité pour permettre que le produit sortir en Haïti à l'autre bord. Mais en réalité, oui, la réponse est oui. On peut le vendre et ça va être accepté immédiatement. Premièrement. Deuxièmement, nous sommes parlons de farine. Je ne vais pas parler de bière prestige. Je ne vais pas parler de Barbancourt. Je ne vais pas parler de ciment d'Haïti. Parce que nous avons importé des ciments en Haïti qui de qualité médiocre, alors que nous avons produit un ciment de meilleure qualité, mais que nous n'avons pas réussi à mettre en perspective. Pour qui ça? Parce que le niveau de production ciment en Haïti est faible. Investissement que vous faites dans le secteur, beaucoup suffisant. Mais c'est tout le travail qu'on a fait. Autre problème, les barrières tarifaires, souligne l'ancien directeur général du ministère du Commerce, l'économiste Jean-Daniel Elie. Le code douanier haïtien date de 1974, ce qui représente un handicap majeur aux échanges commerciaux entre Haïti et les pays de la CARICOM, souligne l'économiste. Au niveau de CARICOM, l'un pour un tarif extérieur commun, il faut harmoniser tarif extérieur commun avec tarif douanier national. Et pas oublier que tarif douanier en général sont loyers. Donc plus en avant, l'on fait tout le travail, ça il faut envoyer le Parlement pour le Parlement ratifier. Pour que les échanges commerciaux puissent se dérouler sans problème, il faudra également changer la législation, le code douanier. Haïti assure la présidence tournante de la CARICOM depuis le 1er janvier jusqu'au 30 juin 2013. Haïti avait été désigné comme pays devant accueillir la réunion intersessionnelle de la CARICOM en juillet 2010. Elle avait été annulée par les autorités haïtiennes en raison du séisme dévastateur du 12 janvier 2010. La CARICOM a été créée le 4 juillet 1974 par le traité de Chaguaramas à Trinidad et Tobago. L'objectif principal est de favoriser le développement économique des pays de la région. Elle compte 15 États membres avec une population totale de 18 millions d'habitants, dont 10 millions pour Haïti. Une fois de plus, à ce sommet, les autorités haïtiennes plaideront pour l'introduction du français comme langue officielle et de travail de la CARICOM. La plupart des pays membres ne seraient pas contre l'idée, mais se pose un problème de budget pour la traduction des documents, selon le ministre du Commerce. Haïti est prête à financer le service de traduction, a indiqué Wilson Lalo à l'émission Sans détour de Marie-Lucie Bonhomme qui sera diffusée à 20h ce soir. Pour question de langue française, non? Il n'y a pas aucun argument technique pour dire pas d'accord, sinon que vous dites pas comme. Que vous dites traduction, service de traduction coûte un pile d'argent. Alors que l'AEC, qui lui-même, c'est l'association des États de la Caraïbe, qui lui-même gagne des pays comme Colombie, comme Mexique, donc il y a un pile anglophone, il y a un pile francophone, il y a un hispanophone, mais le service de traduction fonctionne là-dedans. Et alors, il faut parler langue qu'on voulait, et ça ne pose pas de problème. Donc, la réalité, c'est que, comme Jean-Daniel Elie t'a expliqué, tu as fait mis en contexte au début, c'est que tu as gagné des dispositions non négociables et la langue anglaise, le Haïti t'a ratifié, t'a adhéré à CARICOM, Haïti t'a ratifié que l'île d'accord que langue de travail de la communauté, c'est anglais. Anglophone, même confortable. Maintenant, nous disons qu'il n'est pas acceptable. C'est l'autre étape. On a négocié avec eux. Dans les réunions, ça dit, et pas aucune opposition, seule remarque que j'ai toujours observée, c'est qu'on dit que pas de budget. C'est ça fait que moi-même, ma position, et nous approcher à l'UF sur ça, mais ma position d'haïtien, c'est de dire, si ça pose des problèmes pour eux, eh bien, Haïti a financé le service de traduction. C'est une façon pour faire un pied de nez à ces gens-là qui, même, parce qu'il n'est pas acceptable, il y a une bande de professionnels dans le pays qui n'ont pas de type de réunion, ça, parce que justement, ils ne pas comprendre ce qu'on a discuté. Donc, il n'est pas normal que nous avons dit que nous arrivons dans une réunion où un directeur, il faut mettre tout le monde qui va dans la fonction pour l'État haïtien, tu es obligé de parler anglais. Donc, ça n'est pas acceptable. Donc, ça, lui-même n'a pas avancé sur lui très bien. Et en principe, je ne crois pas qu'il y ait un gros obstacle à ce que ça va passer. Okay? Maintenant, pour le créole. Créole, là, c'est une deuxième démarche. Parce qu'au début, ce n'est pas créole que vous mettez, c'était français. Il va de soi qu'il y a des pays, comme Sainte-Lucie, Dominique, ensemble de l'autre pays, qui parlent créole. Le problème, c'est que nous demandons des Français, en même temps, pour nous demander l'autre encore. Il est un peu difficile. Il est un peu difficile, même parce que c'est des bagages qu'on doit faire graduel, parce que la demande, elle est logique, elle est raisonnable. Et moi, Mabdou, il y a plusieurs mondes dans CARICOM, même parler créole avec eux, on se comprend. On se comprend, pas de problème. Mais
bon, vous comprenez français tout, mais c'est pas même bagaille. Le problème, c'est que je ne pas croire que nous mettons tous les deux sous table là en même temps. Ce n'est pas une bonne façon de négocier, je ne pas croire ça, mais nous pensons que c'est un bagage qui va venir ensemble. Participant également à Sans détour, l'ancien directeur général du ministère du Commerce, Jean-Daniel Elie, a fait remarquer qu'Haïti peut toujours bénéficier des services de l'Institut régional de l'information et de la traduction financé par l'Union européenne et qui a déjà permis la traduction en français de plusieurs documents sur des thèmes développés lors des réunions de la CARICOM. Il a toutefois souligné la nécessité pour tout ou cadre haïtien appelé à participer à des réunions internationales de pouvoir au moins comprendre l'anglais, une langue de travail utilisée dans presque toutes les grandes assemblées, a-t-il dit. Il y a au niveau régional un institut qui s'appelle l'Institut régional de l'information et de la traduction, qu'on appelle CRITI. Et Haïti est membre du board du conseil de CRITI. CRITI est financé par les fonds de l'Union européenne. Et CRITI là pour faire traduction pour États membres et pour Haïti particulièrement, de l'anglais au français, etc. Dernièrement, il y avait un financement pour traduire 1000 pages de documents pour Haïti. Mais imaginez un instant que vous adressez à l'institution et vous dire quels sont les documents qui vous intéressent pour être traduits, vous ne recevez pas de réponse. Donc nous-mêmes, nous prendre sous responsabilité bureau, étant donné que nous travaillons sur des dossiers, nous connaissons l'importance des dossiers, nous demandons de faire traduction ça, faire traduction ça, faire traduction ça. Il y a des documents qui existent en français actuellement sur des thèmes qui ont été développés au niveau de CARICOM et au niveau de la pays. Donc, son bail pour nous exploiter en attendant que nous arrivions vers ça. Et dernièrement, on a eu une discussion avec l'un des représentants de l'Union européenne en Haïti parce que c'était un problème de financement qui a fini pour Haïti. Mais il semble qu'il y a possibilité de reconduire le financement pour CRITI. Donc, c'est très important, hein, ça. Parce que je ne peux pas comprendre un cadre actuellement qui ne soit pas en mesure de parler, au moins de comprendre au moins l'anglais. Parce que dans les institutions internationales, par exemple, si vous prenez l'Organisation mondiale du commerce, ou bien presque toute institution internationale, les documents sortent d'abord en anglais. Les documents sortent d'abord en anglais. La traduction française viendra après et l'espagnol. L'espagnol vient en deuxième et le français en troisième. Bon, maintenant, si on voudrait justement se pencher sur ces documents, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que bon, on ne peut pas, etc. La situation était toujours compliquée vendredi, jour de marche à la frontière haïtiano-dominicaine dans sa pitre Pédernal. Des barricades de pneus enflammés et de pierres ont été érigées sur la chaussée, notamment par des cambistes et des chauffeurs de taxi-moto qui réclamaient des autorités dominicaines l'annulation d'une nouvelle taxe de 2500 pesos réclamée de tout citoyen haïtien voulant traverser la frontière, même avec un passeport muni d'un visa valide. Le député dans sa pitre, Patrick Robasson, appelle à l'intervention urgente du ministre des Affaires étrangères pour éviter que la situation ne s'aggrave. Le parlementaire fait remarquer qu'en général, Haïtiens et Dominicains vivant des deux côtés de la frontière ont l'habitude d'y circuler librement et ont tous été surpris par la nouvelle mesure que les autorités dominicaines ont adoptée. Depuis la semaine dernière, une situation qui a développé dans Sapitre. Dans Sapitre, c'est une commune frontalière. Il y a une ville dominicaine qui est les Pédernal qui en face. Il y a une douane, il y a une immigration. Et depuis la semaine dernière, l'immigration dominicaine a proclamé avec Haïtiens, à visiteurs haïtiens, qui décident d'aller en République dominicaine, même le monde n'a pas un passeport. De un visa, limité de un visa dominicain. L'on arrive sur le territoire dominicain pour aller checker. L'immigration réclamée, il faut qu'il paye 2500 pesos. Malgré que les Haïtiens ont un passeport, les détenteurs d'un passeport, les visa dominicain de passeport, à tout ça, l'immigration dominicaine demande réclamer 2500 pesos. Or, c'est plus grave là. Vous connaissez que deux villes frontalières, ils sont toujours vivre en harmonie. À Pédernal. Ils ont même réclamé pour Haïtiens, river la Pédernal. Parce qu'on a toute relation en Sapitre gagnée avec Dominicains, culturelle, socio-économique, même politique tout. C'est que c'est deux peuples qui vivent à avec ça. Quand il y a là, Haïtiens ou bien Dominicains, parfois les besoins de traverser en Sapitre, ils traversent.
Haïtien tout bien traverser pédénal, il traverser. Mais quand il y a là, il exigé un Haïtien pour lui traverser pédénal. Même le la chambre la pédénal là, faut qu'il ait un passeport, faut qu'il ait un visa. Ou même le gain tout ça il réclamé 2500 pesos. Or dernièrement, on parle avec les affaires étrangères là, moi dire que la situation ça a dégénéré, faut que deux gouvernements joignent une entente en cas ça. Qui explication vous pour mettre nouveau taxe? C'est nouveau taxe Bon, c'est bon, yo sont pays étrangers, yo décidé pour compte pas yo. Moi m'pa croire que qu'a décidé m'takadou les deux pays m'takadou nous partageons même l'île, m'pa croire que qu'a décidé unilatéral pour compte pas yo sans au moins yo pas chita parler avec le gouvernement haïtien. Oui, m'pa les alliés dire que la formé ambassadeur, il a obtenu ambassadeur li en République dominicaine informé de situation et bagarre la jodi là, on connaît bien un marché Nakadou, soi-disant le binational qui fait le lundi et vendredi sous frontière là. Jeudi à la marche à pas faite, c'est grève dans violence rapide. Caoutchouc a boulé. Tout à fait autre chose. Environ une semaine après l'élection de nouveau représentant de la FBH au CSPJ, Maître Néhémie Joseph a remis formellement sa démission le 14 février dernier au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Maître Néhémie Joseph est très critique vis-à-vis du président du CSPJ qui n'a jamais assumé ses responsabilités et de la Fédération des barreaux d'Haïti qui a tranché en dépit de la double interprétation de l'article 11 de la loi portant création du CSPJ. Emmanuel Paul. 8 jours après que la Fédération des barreaux d'Haïti eut désigné Maître Jacques Letemps pour remplacer Maître Néhémie Joseph au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ce dernier a remis formellement sa lettre de démission au CSPJ ce jeudi 14 février 2013. Maître Joseph regrette qu'en dépit du fait qu'il a toujours pris position en faveur du respect de la loi, il s'est fait beaucoup plus d'ennemis que d'amis, même au sein de l'institution qu'il avait désignée au CSPJ. Jodi a, moi estime que position moi dans CSPJ fait me faire beaucoup plus d'ennemis dans des camps que pas même identifié que d'amis même dans propre campagne. Parce que jodi a, moi conclu que première équipe monde qui livre moi c'est partisans yo. Si la caille moi pas livré, étranger va prendre. Et c'est fort de toute conclusion ça yo que moi-même moi décidé jeudi 14 février à remettre démission moi dans CSPJ comme membre. Quoique ayant tiré sa révérence, le désormais ex-représentant de la FBH au CSPJ s'interroge sur la position de ses collègues bâtonniers qui se sont empressés de procéder à son remplacement en dépit de la double interprétation de la loi portant création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Moi, pas comprendre tout. Engouement, bâtonnier, nous connaissons Jean avocat qui a interprété la loi. Avocat qui a campé dans une loi qui a un article porté sur confusion. Et puis bâtonnier en pile là-dedans, pour ne pas dire la majorité, campé, ils dit, ils ont même signé un accord de principe pour dire article 11 là, il y a une seule interprétation, alors que dans une lettre que le président de la Fédération des barreaux a écrit, ministre de Justice là, au début du mois de février 2013 là, il précisait que l'article 11 là, objet de double interprétation. Tout en souhaitant que ses anciens collègues du CSPJ continuent de travailler pour une réelle indépendance du pouvoir judiciaire, Maître Néhémie Joseph dit espérer que le Parlement adoptera le plus rapidement possible une loi interprétative pour mettre fin à la confusion créée par l'article 11 de la loi créant le CSPJ. En attendant que la loi interprétative là t'a sorti, moi souhaite que vous rejoignez une solution pour que CSPJ a continué à fonctionner dans le sens pour travail, pour indépendance, pouvoir judiciaire là, qui pendant longtemps était un pouvoir en bas pied, l'autre pouvoir. Après plus de 7 mois au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Néhémie Joseph est parti avec le sentiment d'avoir bien représenté la Fédération des barreaux au sein du CSPJ. Il va retourner à son cabinet d'avocat. Bon, maintenant Joseph, c'est directeur d'un film de service juridique, Gonaïve, qui est le cabinet Joseph et associé. L'après tourner dans un film de service juridique, pour le travail, pour continuer à service, exercer profession d'avocat, comme il toujours fait. Et maintenant, Joseph Jodia, comme on se dit nous, après retourner dans les réserves de la République, si on l'autre fois la République besoin, là toujours là pour servir, mais avec même conviction, même détermination. Dans sa lettre de démission datée du 14 février 2013, Maître Joseph a vivement critiqué le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui, dit-il, s'est laissé manipuler par l'exécutif. Il a également égratigné au passage l'ex-sénateur Yuri Latortue, conseiller du président de la République, qui, à son avis,
chercherait à bâillonner le pouvoir judiciaire au profit de l'exécutif. Des manœuvres que Maître Néhémie Joseph attribue, nous citons, à un jeu macabre où tous les coups semblent permis. Je crains sérieusement pour ma sécurité et celle de ma famille, a-t-il ajouté. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres. 11 chefs d'État et de gouvernement et une centaine de délégués participent au 24e sommet de la CARICOM qui se déroule ce lundi 17 et mardi 18 février à Port-au-Prince. Les discussions porteront notamment sur la stabilité financière, la stratégie commerciale, le renforcement de la lutte contre la criminalité au sein de la CARICOM et l'introduction du français comme langue officielle et de travail de l'organisation. Le gouvernement pakistanais est critiqué après l'attentat à la bombe qui a fait au moins 81 morts samedi à Quetta. À l'approche des élections législatives, les Pakistanais accusent leurs dirigeants de ne pas agir avec suffisamment de détermination contre les groupes extrémistes sunnites qui ont multiplié ces derniers temps les attentats et les assassinats visant la communauté chiite. L'une de ces organisations terroristes, la Kara-e-Shakvi, considérée par les services de renseignement comme une menace majeure pour la sécurité, a revendiqué samedi l'attentat de Quetta. L'équipe haïtienne de football des moins de 20 ans affronte ce lundi à Morelia au Mexique son homologue américaine en ouverture de la dernière phase des éliminatoires de la Coupe du Monde U20 qui aura lieu en Turquie l'été prochain. Sur le plan international, du nouveau dans l'affaire Pistorius, les forces de l'ordre auraient trouvé chez l'athlète en e-sport une batte de cricket pleine de sang avec laquelle il aurait frappé sa compagne avant de l'achever en tirant sur elle et à plusieurs reprises avec un revolver de calibre 9 mm. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télépluriel.